Rebonjour à toutes et à tous, c'est la magie des technologies. On se retrouve en différé depuis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, qui vient, comme vous l'avez suivi, de mettre en œuvre un projet de renforcement du système de protection au Burkina. Et j'ai la chance de pouvoir partager cette expérience avec deux partenaires de ce projet. Je vais les laisser chacun se présenter. On commence par vous, Monsieur Lompo. Oui, voilà, je m'appelle Lompo Mathieu, je suis magistrat, je suis le directeur de la justice juvénile au ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Merci. Et vous, Monsieur Oubda? Je suis Mahamadi Oubda. J'ai travaillé au compte du projet comme expert en protection des droits de l'enfant. Ok, merci. On vient de suivre la présentation de l'IBCR et la présentation du projet. Ce qui est intéressant ce matin, c'est de pouvoir échanger avec vous des résultats qui ont été atteints et de l'approche qui a été mise en œuvre pour atteindre ces résultats. Peut-être une première question un peu transversale, et puis ça va ouvrir les échanges. Après 5 ans de mise en œuvre de ce projet, de renforcement des capacités des acteurs du système de protection, Monsieur Lompo, en quoi est-ce qu'on peut dire concrètement que l'environnement social, l'environnement judiciaire, l'environnement sécuritaire au Burkina Faso est aujourd'hui plus respectueux des droits des filles et des garçons? Ok, vraiment merci pour cette question qui est très pertinente. Avant donc de répondre à cette question, permettez-moi de vous dire, comme vous l'avez dit au début, je suis donc un des partenaires du projet dès le début. Voilà, et au moment où le projet donc est arrivé, j'étais juge des enfants pendant au moins 4 ans avant donc d'être promu au poste de directeur de la justice juvénile. Donc j'en sais beaucoup sur ce que donc le projet a fait dans le domaine de la protection des enfants. Ce qui a permis donc aujourd'hui de dire que le projet a eu un impact sur l'environnement donc social, judiciaire et sécuritaire donc en matière donc de protection donc de l'enfant. C'est que le projet a permis donc d'apporter des innovations sur 2 volets essentiels. Okay. Premier volet, c'est la question donc des cours qui ont été introduits dans plusieurs formations initiales. Par exemple, à l'ENAM, il y a eu donc des cours sur les droits donc de l'enfant. L'ENAM étant l'école d'administration et de magistrature. Voilà, l'école nationale d'administration donc de la magistrature. Donc, beaucoup donc de magistrats sont formés là-bas, ainsi que les greffiers. Ensuite, donc, il y a eu des cours qui ont été introduits à l'école nationale donc, de la police, à l'école nationale des gardes de sécurité pénitentiaire et au niveau donc des cadres des services sociaux. Voilà, donc, du point de vue théorique, il y a eu donc un renforcement donc, des capacités donc, des différents acteurs qui seront appelés à aller sur le terrain pour travailler, être en contact avec les enfants. D'un point de vue pratique également, il y a eu des guides pratiques qui ont été développés dans les différents secteurs cités, justice, sécurité, action sociale et puis garde de sécurité pénitentiaire. Tout cela a permis donc à chaque acteur de savoir le rôle qu'il doit jouer lorsqu'un enfant est en contact donc avec la justice et les interactions qu'il doit jouer avec les autres acteurs. Donc voilà de façon résumée l'impact direct donc, que ce projet a pu avoir au niveau donc, de l'environnement social, judiciaire et sécuritaire au Burkina Faso dans le domaine donc, de la protection des enfants. Ok, donc 2 interventions. La formation initiale à la base de tous ces acteurs qui sont à un moment donné au contact de l'enfant, et puis l'amélioration des pratiques de ceux qui sont déjà opérationnels, avec des approches très concrètes et des pratiques très concrètes sur la façon d'adapter leurs interventions à l'enfant. Voilà, c'est tout à fait, puisqu'il faut le dire qu'auparavant, il n'y avait pas cette manière d'intervenir qui était opérationnalisée sur le territoire. Okay. Aujourd'hui, c'est une chose faite et les résultats sont tangibles et visibles. Ok. Monsieur Oubda, quelque chose à rajouter sur ce côté amélioration de l'environnement? Oui, je voudrais ajouter qu'avec le travail qu'a fait le projet, on se rend compte que les acteurs qui travaillent autour de l'enfant travaillent encore mieux ensemble. Aujourd'hui, un personnel de la police, par exemple,
lorsqu'il est face à un enfant, sait tout de suite qu'il doit faire appel à un personnel social. Et ça, c'est systématique. Et le personnel social, dès qu'on l'appelle, n'hésite même pas à venir. Et même que le personnel social s'est organisé aujourd'hui pour identifier un membre de la structure comme point focal des forces de défense et de sécurité. Donc, vous avez aujourd'hui plusieurs acteurs qui travaillent autour de l'enfant et qui travaillent mieux ensemble, sont prêts à collaborer pour tout ça pour le bien-être de l'enfant. Ok, donc si je comprends, c'est ce côté approche multisectorielle, de faire travailler les différents secteurs et les différentes actrices et acteurs ensemble, qui est notamment une des plus-values de ce projet, Monsieur Lompeau? Tout à fait, exactement. Parce que auparavant, ce qu'on ne comprenait pas, c'était de faire agir les différents acteurs au même moment lorsqu'un enfant est en contact avec la justice. Parce qu'un enfant en contact avec la justice fait nécessairement intervenir plusieurs acteurs. Mais avant le projet, on ne savait pas les amener à agir ensemble. Okay. Chacun agissait dans son domaine d'intervention. Dans son domaine d'intervention, et ça ne permettait pas véritablement d'assurer la protection donc, des droits de l'enfant de façon fluide. Okay. Mais actuellement, il y a cette fluidité-là qui existe dans les différentes interactions et les différents acteurs qui interviennent. Et si je comprends bien, concrètement, ça s'est fait en fixant, en officialisant et en clarifiant la trajectoire de l'enfant en conflit avec la loi. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer concrètement comment ce travail-là a été fait? Oui, puisque le projet a permis au niveau donc, de chaque secteur, par exemple la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité, la justice, le travail social, les gardes de sécurité pénitentiaire, lorsqu'un enfant est en contact avec la justice, à chaque niveau d'intervention, le projet a permis donc de développer les modes d'intervention des différents acteurs. En disant, voilà, l'enfant, s'il est en contact avec la justice, voilà sa trajectoire jusque, par exemple, voilà, au lieu de détention. Et à chaque niveau, à chaque étape, on va définir le rôle que chacun doit jouer. Et si chacun a fini donc de jouer son rôle, immédiatement, il y a le relais vers l'autre acteur qui doit pouvoir continuer jusqu'à ce que la procédure prenne fin en tenant compte donc des droits de l'enfant et de sa spécificité. Ok. Cette trajectoire qui a été uniformisée, cette trajectoire de l'enfant en conflit avec la loi qui a été uniformisée, ces rôles qui ont été clarifiés, concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour l'enfant au Burkina Faso? Mais si vous remarquez très bien, peut-être qu'auparavant, quand vous avez fait donc l'état de lieu, vous devez vous rendre compte que par le passé, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient donc gardés dans les maisons d'arrêt, ou même s'ils étaient gardés, leurs droits n'étaient pas respectés parce que ceux qui devaient intervenir pour que ces droits soient respectés n'intervenaient pas. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, depuis donc la police jusqu'au au jugement, les droits de l'enfant sont non seulement respectés, mais c'est que de plus en plus, on a recours donc aux mesures alternatives donc, à la détention, que ces guides pratiques que le projet a développés a permis de mettre en exergue. Donc, les différents acteurs y ont de plus en plus recours. Okay. Aujourd'hui, si on regarde, on verra qu'il y a très moins d'enfants qui sont gardés ou détenus parce que les différents acteurs connaissent ce qu'il faut faire pour éviter donc la détention et la garde des enfants. Ok, donc ça c'est une avancée concrète. Les mesures alternatives à tout type de détention, que ce soit au niveau des commissariats ou des brigades de gendarmerie pour les retenues ou les gardes à vue, ou même au niveau des décisions judiciaires également, voilà, on a ce type d'avancée. Oui, c'est une avancée notable, réelle et certaine. Parce qu'auparavant, ce qui ne pouvait pas permettre donc d'aller vers ces éléments, c'est qu'on ne travaillait pas en interaction. On ne collaborait pas. C'est ça. De sorte que si vous voulez prendre une mesure alternative, qui va s'occuper de cet enfant-là? Quel acteur va intervenir pour favoriser cela? On ne savait pas ça. Aujourd'hui, le projet qui a permis donc d'identifier tous les différents acteurs, savoir le rôle que chacun va jouer et de créer une synergie d'action entre les différents acteurs a permis aujourd'hui à ce que effectivement les mesures alternatives donc à la détention soient le recours le plus vu lorsque l'enfant est en contact donc avec la justice. Excellent. Voilà. Monsieur Oubda, est-ce que vous avez d'autres exemples, vous, de ce changement concret pour l'enfant qui sont la conséquence de cette approche multisectorielle? Parce que là, de ce que je comprends,
une des premières avancées du projet, et ça fait évidemment partie de l'approche de l'IBCR, c'est ce côté multisectoriel, apporter de la synergie, du liant, de la connexion entre les acteurs. M. Lompeau nous a déjà parlé des mesures alternatives à tout type de détention, à tous les stades de la procédure. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de cette approche multisectorielle et de cette connexion entre les acteurs? Oui, je vais dire que l'un des éléments assez importants de cette approche multisectorielle, c'était effectivement l'élaboration de cette trajectoire de façon claire. Et on a fait focus à chaque étape pour dire à telle étape, voilà ce que chacun doit faire et qu'est-ce que chaque acteur devrait faire pour protéger au mieux l'enfant. Alors, si on prend l'exemple, on a parlé des mesures alternatives à l'emprisonnement, on pourrait prendre l'exemple des questions de fouilles, aussi bien dans les postes de police et de gendarmerie que dans les établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, on sait comment il faut appliquer la fouille de sorte à protéger l'enfant en communiquant avec l'enfant, en suscitant sa participation, en respectant l'égalité des droits. La fille doit avoir les mêmes droits que le garçon. Et un élément important du projet a été aussi la séparation en fonction des sexes. Les filles ne devraient, lorsque on le déplore certes, qu'un enfant soit privé de liberté, mais lorsque cela doit être mis en œuvre, il faudrait que les filles soient séparées des garçons et cela doit être respecté dans tous les cas. Voilà, il ne faudrait pas le respecter parce que l'état des lieux a montré que c'était respecté chez les garçons, alors que chez la fille, ce n'était pas respecté, alors qu'il faut appliquer l'égalité des droits en fonction des sexes. Donc voici quelques éléments concrets que le projet a permis de mettre en œuvre. Alors ça, c'est vrai que ce sont des exemples qui sont peut-être plus sectoriels, mais je sais qu'une des grandes avancées du projet, c'est aussi la mise en avant du secteur du travail social. En quoi, pour vous, au niveau de la justice, ça a été important ou c'est important? Les enquêtes sociales, les connexions entre le juge et le travailleur social. Peut-être on peut commencer par ça, M. Lompeau. Et puis vous, de manière plus transversale, en quoi est-ce que ce projet a permis de redonner un rôle central au travailleur social? Donc peut-être les liens avec la justice. Oui, puisque il est clair que la loi voudrait, pour protéger donc l'enfant, qu'à chaque fois, avant donc de procéder à un jugement donc de l'enfant, qu'il y ait une enquête sociale, afin de voir qu'est-ce qui a motivé sa situation. Mais actuellement, avec le projet donc qui est arrivé, il y a une autre dimension donc du rôle du travailleur social qui a été beaucoup mise en exergue. La question, par exemple, de la garde des enfants. Puisqu'on dit que la loi voudrait que la garde de l'enfant soit le dernier recours. Et même si on y a recours, qu'elle soit la plus brève possible. Bien sûr. Donc, avec le projet qui permet aux forces de défense et de sécurité de comprendre que la garde à vue, ce n'est pas ce qui est voulu donc pour les enfants. S'ils ne veulent pas donc les garder, eh bien, rapidement, lorsqu'un enfant donc est pris, on fait appel donc à un travailleur social. C'est ça. Donc, le travail social, au-delà du fait qu'il doit mener donc une enquête et comme un acteur par le biais duquel les forces de défense et de sécurité peuvent remettre donc l'enfant pour qu'il ne soit pas gardé donc dans les locaux et les forces de défense et de sécurité qui ne sont pas beaucoup plus acceptées sur le plan international donc en matière de justice pour mineurs. Donc le travail social en intervenant favorise le fait qu'on n'ait pas recours donc au système de garde à vue. On peut même confier donc l'enfant à ses parents en disant au travail social, c'est lui qui va être le relais entre donc les parents et puis les forces de défense de sécurité pendant qu'ils sont en train donc de mener leur enquête. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas ça, puisque le travail social n'intervenait pas systématiquement. Et donc, les forces de défense de sécurité aussi, pour les besoins de l'enquête, ne pouvaient pas être amenées à laisser l'enfant comme ça pour ne plus savoir par la suite où l'avoir. Donc, l'intervention du travail social, en plus de permettre de mener l'enquête sociale pour voir les mesures appropriées qui sont nécessaires pour l'enfant, permet aux forces de défense et de sécurité de savoir les alternatives qu'il faut mettre en place pour ne pas garder l'enfant. Donc, le travail social a joué un rôle beaucoup plus important avec l'intervention donc du projet. Ok. Voilà. Quelque chose à rajouter sur cet aspect-là? Peut-être les liens renforcés entre les travailleurs sociaux et la police. Vous avez déjà touché un mot. Peut-être aussi leur rôle dans les centres de détention, même si on a compris que c'est aujourd'hui le tout dernier recours.
Oui, je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, avec les résultats du projet, les autres acteurs qui travaillent avec les travailleurs sociaux ont compris encore plus le rôle plus qu'important de l'intervention du travailleur social quant aux conseils qu'ils peuvent donner à la meilleure décision qu'il faut prendre pour l'enfant. Si bien que dès qu'un enfant entre en contact avec la justice, lorsqu'un intervenant, un professionnel est en contact avec un enfant qui est en contact avec la justice, la première chose, le premier acte qu'il pose, c'est de faire appel à un travailleur social. Okay. Dans la mesure du possible. Et ils travaillent déjà ensemble à trouver la meilleure décision, voilà, qui puisse être prise pour cet enfant-là. Et un autre élément assez important, c'est que lorsqu'il y a une décision de privation de liberté, l'intervention du travail social a été encore mieux compris déjà dans l'accompagnement de cet enfant dans le centre, mais plus important encore, dans le cadre de la réinsertion de cet enfant. Parce que lorsqu'on prive un enfant de liberté, il faudrait qu'à la fin de cette période de privation de liberté, l'enfant puisse regagner sa société, l'enfant puisse regagner sa famille. Et là, le rôle crucial du travailleur social, même si c'était compris, j'allais dire en catimini, en griffe, a été mieux compris. Les gens ont vraiment vu que ça, c'était vraiment l'essence même de la justice. Parce qu'on va mettre en œuvre des politiques, des lois, mais à la fin, il faut que l'enfant soit mieux protégé en réintégrant au mieux la société. Ok, excellent. Donc ça témoigne un peu d'un des premiers piliers de l'approche du projet de l'IBCR, c'est ce côté multisectoriel. On peut résumer, si je comprends bien, en disant que ça a été une force ici au Burkina Faso de faire travailler ensemble justice, travail social, forces de défense et de sécurité. Est-ce que ça a été un défi aussi ? Est-ce que ça a été difficile ou quelque part ça coulait de source ? Bon, il faut dire que dès les premiers moments du projet, c'était difficile. Bon, je ne sais pas si c'était lié au fait qu'il fallait réunir plusieurs acteurs ou bien c'était d'autres éléments. Mais je pense que la manière donc, de procéder du projet, en allant d'abord par secteur, mais en faisant en sorte que chacun comprenne son rôle et qu'il travaille avec les autres acteurs, a été beaucoup plus facilité parce que je me dis que IBCR certainement a une expérience assez importante donc, dans le domaine. De sorte que si ce n'est cette expérience, je me demande comment on pouvait embrasser à la fois tous ces différents secteurs et arriver et à la fin à ce que tous ces acteurs-là véritablement arrivent à travailler ensemble. C'était assez énorme, mais nous avons trouvé que l'expertise et l'expérience donc, de l'IBCR a joué en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus donc, de barrières, c'est vraiment... il y a eu décloisonnement. Et on le constate aussi sur le terrain, dans les interventions au profit des enfants. Est-ce que vous avez des remontées d'informations qui disent que oui, effectivement, dans l'accompagnement des enfants en contact avec la justice, au-delà même de la collaboration qui a eu lieu pour la mise en œuvre du projet, cette collaboration entre les différents secteurs, elle se passe réellement bien sur le terrain? Oui, puisque moi personnellement, en dehors du fait qu'on a fait donc une mission de suivi avec IBCR pour voir ce qui se passe, dans le cadre donc, de ma fonction, j'ai essayé donc, de faire des sorties personnellement au niveau donc, des commissariats, des gendarmeries, des palais de justice. Okay. Et effectivement, j'ai eu des résultats assez clairs que les données ont changé et il y a cette collaboration entre les différents acteurs. Okay. Partout où je suis passé, eh bien, on ne manque pas de me parler de ce projet de IBCR, que ce soit à la justice, à la gendarmerie ou à la police. Et même le plus souvent, j'arrive à trouver que les documents élaborés par IBCR sont sur la table et on nous dit voilà un projet qui nous a permis de comprendre comment intervenir envers donc, les enfants, avec les enfants, mais aussi avec les autres acteurs dans le domaine. Ok. Voilà. Monsieur Oubda, peut-être j'aimerais qu'on aille sur un deuxième volet de l'approche qui a été fondatrice dans le cadre de ce projet. On vient de parler longuement de la multisectorialité et on pourrait en parler des heures. Peut-être j'aimerais revenir sur le volet formation initiale des actrices et des acteurs. Hein. M. Lompo l'a dit au début. Peut-être pouvez-vous nous préciser combien d'écoles de formation professionnelle sont concernées par ce pilier de la formation initiale en droit de l'enfant et en pratique à l'enfant. Et peut-être nous expliquer quelle a été la plus-value de cette formation
sur la façon dont on a développé ces référentiels de formation et de compétences. D'accord. Avant de venir sur le nombre d'écoles, je vais revenir sur les résultats de l'état de l'UE qui ont prouvé que la formation en droit de l'enfant n'était pas inscrite dans les curricula de formation de beaucoup d'écoles. Okay. Et même lorsque cela avait été fait, l'état de l'UE a montré que le contenu était assez généraliste. Donc l'une des forces de l'IBCR, on a réussi à travailler avec 7 écoles, donc les 2 écoles de l'action sociale, les 2 écoles de la police, les 2 écoles de la gendarmerie et l'école de la garde de sécurité pénitentiaire avec 8e école et l'école nationale d'administration et de magistrature. Voilà. D'abord, on a signé des conventions et les écoles ont accepté. Le plaidoyer de l'IBCR a permis que les écoles ont accepté de disposer d'un certain volume horaire pour le cours en droit de l'enfant. Okay. Ils ont estimé tous qu'une formation en droit de l'enfant, bien sûr avec l'expertise d'IBCR qui avait une formation basée sur les compétences, voilà, était une formation assez importante. Et là, lorsqu'on a développé ces cours, on a développé ces cours avec les écoles et pour les écoles. Si bien qu'à la fin, on n'a pas eu de problème d'appropriation. Les écoles se sont engagées d'enseigner le cours durant la phase de projet et même après. Et même certaines écoles sont encore revenues pour demander qu'on augmente le volume horaire. Est-ce qu'on ne va pas faire pour d'autres? Donc on avait même de la demande qu'on n'arrivait pas à satisfaire parce que les écoles étaient assez importantes. Et comme résultat de la formation, lorsque nous avons les cours ont été dispensés, on s'est rendu compte que c'était des cours pratiques, adaptés à la réalité. Si bien que les élèves n'étaient pas, ou les personnes, lorsque les élèves sortaient sur le terrain, ils retrouvaient des situations réelles, voilà, bien sûr qui ont été traitées à l'école, mais ils arrivaient à aborder la situation, facilement ils arrivaient à gérer la situation. Et dans la trousse, il y avait le guide de poche qu'ils avaient toujours sur eux, qu'ils pouvaient toujours réviser rapidement pour voir dans des situations particulières qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et ça a été vraiment une avancée assez notable dans le cadre de... Ok. Monsieur Lompo, cette formation dans les écoles est justement basée sur un référentiel de compétences. Chaque cours développé dans les écoles a été développé sur base de 5, 6, 7 compétences clés qui ont été identifiées et qui sont des compétences que ce personnel doit nécessairement avoir pour pouvoir accompagner l'enfant. En quoi est-ce que pour vous, ça a été une innovation et en quoi surtout ça permet de contribuer au renforcement du système de protection? Oui, ça a été une véritable innovation. Si je prends le cas par exemple de l'École nationale d'administration de la magistrature, voilà, qui forme donc les magistrats. Il faut dire qu'à l'université, la plupart des gens sont formés à l'université de Ouagadougou. Les questions sur les droits des enfants ne sont pas prises en compte là-bas. Et ce n'est que véritablement lorsque le projet est arrivé que des magistrats pouvaient sortir, déjà être outillés et nantis pour pouvoir répondre aux différentes préoccupations concernant les enfants sur le terrain. Nous, quand nous y avons été, on n'avait pas eu cette chance. C'est sur le tas que nous avons appris. Mais à partir du moment où les modules ont été donc intégrés, ils ont appris et sur le terrain même du stage, on pouvait se rendre compte de la différence qu'il y a entre ceux-là qui ont bénéficié donc de la formation initiale telle que voulue donc par IBCR et ceux-là qui venaient sans avoir eu donc cette formation. Donc c'est une avancée notable parce qu'ils comprenaient comment interagir donc avec l'enfant, qu'est-ce qu'on entend donc par intérêt donc de l'enfant lorsqu'il est en contact avec la justice, quels sont les différents acteurs avec qui il faut intervenir, comment communiquer de façon générale pour que les droits de l'enfant puissent être pris en compte. Donc c'était véritablement une avancée notable en mettant en place ces questions de formation initiale pour les magistrats. Ok, ces cours, M. Oubdaladi, sont intégrés maintenant officiellement dans les curricula des écoles. Ça, c'est aussi un élément évidemment important, avec des formateurs qui ont été certifiés pour renseigner ces cours au-delà du projet. Ça veut dire quoi concrètement? Que pendant des années, des milliers d'élèves chaque année vont sortir de ces 8 écoles avec des nouvelles notions au droit de l'enfant et qu'est-ce que ça va avoir comme impact du coup durablement? Et c'est surtout ça le vrai côté positif, puisque là ça veut dire que
le projet, on a dit qu'il a pris fin, mais en réalité, il n'a pas pris fin, puisque ce qu'il a mis en place ne va que faire continuer. Et je me dis que dans 2, 3, 4 à 5 ans, ce sont des milliers et des milliers de magistrats qui, s'ils sont recrutés, vont être formés sur la question, qui va leur permettre non seulement dans leurs activités professionnelles de mettre ça en pratique, mais aussi partout où ils seront en contact avec un enfant, ils pourront savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir assurer la protection des droits de ces enfants. Donc dans toutes les autres écoles, puisqu'il y a chaque année des recrutements et qu'il y a des modules nécessairement en matière donc, de protection des enfants, surtout en contact donc, avec la justice qui doit être enseigné, c'est sûr que c'est des centaines et des milliers donc, d'acteurs qui seront chaque année nantis donc, des compétences. Donc on peut estimer que petit à petit, les effectifs de l'État en charge de la protection de l'enfant vont se renouveler et les nouveaux arrivants seront dotés de compétences clés, transversales, leur permettant de mieux interagir avec les enfants. Exactement, exactement. Et là, ça s'inscrit dans le temps. Au fur et à mesure, on avance. Et comme Ouda le disait, il y a même d'autres écoles qui ont besoin qu'on augmente le volume horaire, qu'on se table sur d'autres sections également. Donc, ça veut dire que le besoin est là, l'impact, il est là et il est durable. Excellent. Monsieur Ouda, quel est l'avantage de cette formation basée sur un référentiel de compétences ? C'est juste des connaissances théoriques? C'est au-delà? Est-ce que c'est d'autres types de savoirs? Et voilà, peut-être première question. Oui, ça c'est vraiment la chose la plus importante dans un cadre de formation, parce qu'on ne donne pas seulement de la connaissance théorique. L'agent en formation, quand on lui dit, prenons un exemple concret, quand on lui dit qu'il faut respecter le principe directeur de la participation de l'enfant, c'est comment lui, dans son secteur, il peut appliquer cette participation de l'enfant. Ce principe même, dès qu'on l'enseignait, les gens étaient assez perplexes. Ils disent, attends, mais comment un enfant qui est en contact avec la justice, comment est-ce que je peux le faire participer? Non, c'est moi qui décide. Mais après, il se rend compte, ah non, ah oui, il est important que je me rende compte, que je donne l'information à l'enfant, que je lui permette de poser des questions, que je réponde à la question, voilà, que je lui donne toutes les informations, que je demande son avis. Voilà, même si on ne va pas prendre en compte son avis, on prend quand même le soin de lui expliquer pourquoi. Donc voici des questions claires qui ont vraiment mis les élèves à l'aise, et demain quand ils se retrouvent en face d'enfants, savent comment faire. Et l'un des avancées encore du projet, c'est que, comme M. Lompo l'a dit, beaucoup d'élèves ont sorti aujourd'hui des écoles. On aurait beaucoup de nouveaux praticiens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils vont échanger avec les agents qui sont déjà sur le terrain, qui n'ont pas bénéficié de ces formations-là, et qui ont appris qu'eux, ils ont bénéficié d'une formation de l'IBCR et voudront savoir exactement, parce que chacun veut mieux faire au service. Donc, ils vont demander comment mieux travailler. Donc, ces gens vont aussi partager les compétences qu'ils ont pu acquérir à l'école avec d'autres agents qui n'ont pas, bien sûr, eu la formation, et cela va participer à mieux protéger l'enfant. Donc ce n'est pas que du savoir, c'est du savoir-faire, c'est du savoir-être. On parle de combien de compétences comme ça à peu près? Prenons les gardes de sécurité pénitentiaire. On va les former dans l'école de formation professionnelle. On va les doter en compétences. C'est 2, c'est 100, pour que ce soit concret. C'est 6-7 compétences. Et quel genre? 6 compétences clés. Vous avez, comme par exemple, savoir communiquer avec l'enfant. Comment accueillir dignement un enfant. L'accueil qui est très important dans le cadre de la privation de liberté. Vous êtes chargé de la sécurité. Comment assurer la sécurité de l'enfant en prenant en compte ses droits. Voilà, les questions de genre. Voilà, l'approche sexo-spécifique. L'approche sexo-spécifique. Voilà, les questions d'éthique et de déontologie. Éthique, déontologie, oui. Voilà. Et c'est des choses qui se retrouvent aussi dans les autres, à peu près adaptées, mais c'est chaque fois ce même type, 6-7 compétences clés. Comment prendre une décision adaptée donc à un enfant. Lorsqu'on est un juge, qu'on doit prendre une décision, il faut savoir quelle est la décision qui lui est adaptée en fonction de son âge. Comme il a dit, comment savoir communiquer donc avec lui en tenant compte donc du genre, parce que selon que c'est une fille ou c'est un garçon, il faut savoir comment les aborder. Donc, et est-ce que cette formation par compétences a été bien acceptée dans les différentes écoles? Est-ce que ça participe à l'amélioration de la formation? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être gardé, qui peut être capitalisé? Oui, puisque c'est quelque chose de pratique, comme Ouda l'a dit. Lorsqu'on arrive à
à ce type de formation, c'est comme si véritablement on dit à l'intéressé, ce n'est pas une question de cours théorique comme à l'université. Non, ici c'est des choses pratiques, formelles, claires, de sorte que l'agent, lorsqu'il a ces compétences-là, une fois donc mis sur le terrain, il devient systématiquement opérationnel. Okay. Est-ce que je voulais ajouter par rapport à ce point, lorsque nous avons eu des contacts avec les écoles après que les cours soient dispensés, après que la formation des formations ait eu lieu pour certifier certains, on s'est rendu compte que la plupart des enseignants certifiés veulent adapter la méthode IBCR aux autres enseignements dans d'autres domaines qu'ils donnent aux enfants. Okay. Ça veut dire que la méthode d'enseignement est une très bonne méthode et elle a des résultats certains. Okay. On a parlé de l'approche multisectorielle qui est une des bases de l'intervention d'IBCR dans le cadre de ce projet et dans d'autres projets. On vient de parler de l'approche par compétences. Peut-être encore un petit mot sur l'approche par compétences. Concrètement, en quoi est-ce qu'elle impacte le système de protection durablement? Parce que j'ai bien compris que les magistrats, les gardes de sécurité pénitentiaire, les policiers, les gendarmes, les travailleurs sociaux sont maintenant dotés de nouvelles compétences pour faire leur travail sur le terrain. Mais est-ce que ça leur permet aussi du coup d'adapter plus facilement leurs interventions si les contextes évoluent, si les contextes changent? Je ne sais pas lequel de vous deux veut démarrer. Oui, parce que ici, en réalité, si on regarde la notion même de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant voudrait que tout ce que vous avez comme bagage, comme compétence, puisse être adapté continuellement à sa situation. Donc, ce que les différents acteurs ont appris sont liés à cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant qui, chaque fois, au fur et à mesure que les choses avancent, eh bien, l'acteur se met aussi dans cette peau donc de changement pour l'adapter à la situation spécifique de l'enfant. Okay. Tous les différents acteurs, police, gendarmerie, travailleurs sociaux, sont imprégnés donc de ce principe et savent l'adapter continuellement aux besoins donc, de l'enfant selon donc le contexte. Okay. Voilà. C'est ça, c'est une des forces, Monsieur Oubda, cette possibilité pour les agents formés sur base d'un référentiel de compétences d'être quelque part opérationnels et surtout ayant des pratiques adaptées à l'enfant, quel que soit le profil d'enfant qu'il rencontre ou quel que soit le contexte dans lequel il intervient. Vous l'avez si bien dit que je n'ai plus rien à ajouter. Mais vraiment, on a des personnels qui sortent des écoles vraiment proactifs. Nous sommes dans un environnement au Burkina, vous avez les questions de droits de l'enfant sont vraiment changeantes, ce n'est pas des choses fixes, si bien que avec la formation basée sur la compétence clé, les personnels sortent de l'école renforcés. Chaque fois qu'il sera en face d'un profil d'enfant, d'un type d'enfant, il sait adapter les compétences qu'il a reçues à l'école pour pouvoir intervenir de façon adaptée. Il s'est adapté son intervention. Voilà, okay. Okay. Et j'imagine que dans le contexte du Burkina Faso, qui est un contexte, on le sait, malheureusement ces dernières années, qui évolue, avec des situations nouvelles, ce sont aussi des éléments importants qui permettent de répondre plus efficacement à des besoins nouveaux des enfants. On peut parler d'enfants déplacés, c'est des choses qui n'existaient peut-être pas il y a quelques années, mais peut-être que cette formation reçue permet notamment de s'adapter à ces contextes-là. Oui, tout à fait, puisque en réalité, cette formation que l'IBCR donne ne cherche pas spécifiquement à mettre le focus sur des profils d'enfants donnés de façon précise. C'est ça. C'est vrai qu'on parle d'enfants en contact avec la justice, mais ils prennent en compte toutes les catégories d'enfants qu'on peut rencontrer, de sorte que lorsqu'on en parle d'un enfant, systématiquement, on sait comment faire pour pouvoir adapter ses interventions envers donc ces enfants. Surtout qu'on connaît les différents types d'acteurs qui peuvent intervenir. De sorte que même si personnellement on n'est pas suffisamment outillé, on sait quel autre acteur est suffisamment outillé pour le faire. Et déjà ça permet de combler un peu ce qu'on ne peut pas faire soi-même en permettant à l'autre acteur qui est suffisamment averti de pouvoir donc jouer le rôle. Et c'est ça la particularité donc de l'intervention de l'IBCR. Approche multisectorielle, approche basée sur les compétences. Il y a peut-être, pour clôturer notre échange, un point sur lequel j'aimerais revenir aussi, c'est peut-être la durabilité de ce type de projet. On sait que l'objectif n'est pas de venir faire un projet de 3, 4, 5 ans, d'avoir des avancées sur un temps court. En quoi est-ce que la façon dont on a mis en œuvre le projet, la façon dont on l'a rendu participatif, comment est-ce que ça peut nous garantir que ces nouvelles pratiques qui ont été promues peuvent être durables? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites qui vous permettent de dire, ben oui,
ça va renforcer la durabilité. On a déjà parlé des conventions signées avec les écoles qui se sont engagées à introduire ça dans les curricula de formation. C'est durable. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous dire, voilà, grâce à cette approche, à une approche participative, demain, ça va durer, l'application de ces nouvelles pratiques? Oui, comme vous l'avez déjà dit, le fait que, par exemple, sur le plan donc, des écoles de formation, il y a des gens qui vont continuellement bénéficier donc, de ces formations, c'est sûr que déjà à ce niveau, la durabilité elle est claire. Sur le plan déjà pratique, pour les guides pratiques, l'IBCR non seulement a produit donc, les documents, mais il avait pris donc, le soin de le ventiler suffisamment. Donc là, on parle des documents qui ont permis d'harmoniser la trajectoire, l'accompagnement de l'enfant en conflit avec la mère. Voilà, donc le document harmonisé et qui est accepté donc par tous a été donc diffusé à l'endroit de plusieurs acteurs. Et comme je vous le disais, partout je suis passé à l'appeler à la gendarmerie ou bien donc au niveau de la justice, ce document donc est là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les perspectives, dans la vision donc de l'État, dans les différents secteurs, c'est qu'on fasse en sorte que ces documents-là puissent être inscrits dans leur programme d'activité, dans le sens donc de leur diffusion continuelle. Oui, ils ont été préfacés par les ministres d'ailleurs, des circulaires ou des notes ont été prises par certains ministères pour les rendre partie prenante du référentiel de l'État. Voilà, donc actuellement, l'État s'est approprié donc de ces documents-là et entend donc continuer donc leur vulgarisation donc à l'endroit donc des différents acteurs. Et ce qui est aussi en vue, c'est qu'on puisse même inscrire d'autres activités où chaque fois on pourra se réunir, se retrouver pour discuter, adapter donc ces documents en fonction donc de la législation qui change afin que véritablement tous les acteurs puissent être au même niveau donc, de compréhension. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'impact donc, du projet IBCR est et demeurera et va rester donc dans le temps en produisant donc des effets très très positifs pour la protection donc, des enfants, de façon générale des enfants en conflit avec la loi. Des choses à rajouter par rapport à ça, à cette approche participative dans un objectif de durabilité? Oui, je voudrais ajouter que pour avoir été sur le terrain de la production des livrables, les acteurs sont vraiment apprécient notre façon de faire, notre façon de faire participative. Nous ne venons jamais avec des choses préconçues. On le fait ensemble. On les détermine ensemble. Et l'IBCR, avec son expertise technique, arrive à produire des choses un peu plus claires. Voilà. Mais on a toujours évolué à toutes les étapes de la production des livrables avec les partenaires. Aussi bien dans le cadre de la production pratique que dans la gouvernance, les groupes de travail sectoriels où on rencontre des personnes qui ont un certain pouvoir de décision et on leur présente le document, voici le contenu du document, qu'est-ce que vous en pensez, et ils nous donnent, ils font nos amendements qu'on prend en compte. Donc, sur tout le processus de production des différents livrables, les partenaires ont été associés, les partenaires ont été écoutés et leurs points de vue ont été pris en compte. Et c'est ce qui fait que nous avons remarqué de l'appropriation aussi bien dans les écoles pour les trousses de formation que dans les structures de commandement pour les modes opératoires. Et là, vous le citiez, effectivement, les différents responsables ont même pris des directives pour rappeler au personnel que ce document produit juste avec l'expertise de l'IBCR, ce n'est pas le document de l'IBCR, le document leur appartient. Le document appartient à l'administration et il faut que les membres de l'administration respectent les procédures qui y sont mentionnées parce qu'ils ont été faits avec eux et pour eux. Donc on peut dire que cette durabilité, on peut être optimiste de par la façon participative qui a été utilisée pour créer les livrables et pour promouvoir les nouvelles pratiques. Et puis parce qu'on a des enseignants qui ont été certifiés par le projet pour continuer l'enseignement. Et parce que, comme vous l'avez dit, on a des agents relais de l'État qui sont en charge de la diffusion et de l'appropriation des nouvelles pratiques adaptées à l'enfant dans le cadre de son accompagnement. Ok. Voilà. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose en conclusion sur cette approche multisectorielle basée sur les compétences et pour un renforcement durable du système de protection? Est-ce que vous avez un mot de conclusion à dire? En fait, le mot de conclusion, c'est vraiment dire merci à IBCR qui a bien voulu véritablement apporter son expertise qui, aujourd'hui, nous pouvons le dire avec certitude, a changé l'environnement social, sécuritaire
judiciaire, en matière donc de protection de l'enfant et dans le sens positif. Au bénéfice de l'enfant, bénéfice c'est donc évidemment de toujours l'enfant. ça. Aujourd'hui, partout où on y va, on ne manque pas de rappeler que IBCR est passé ici et que les droits de l'enfant sont protégés. Donc nous félicitons IBCR. Je crois que l'État burkinabé est très reconnaissant à l'endroit donc de IBCR. Et notre prière est que IBCR revienne sous d'autres formes afin que d'autres thématiques puissent également être abordées au plus grand bonheur donc, des enfants burkinabés. Avec ces mêmes approches? Avec, puisque on ne change pas une équipe qui gagne, comme on aime le dire. La manière de faire a permis donc d'asseoir durablement donc, certaines compétences en faveur des enfants. Je ne vois pas pourquoi il faut changer de méthode. Voilà. Oubda, un petit mot. Évidemment, tout ça, on espère que ça protège mieux l'enfant, hein, comme vous l'avez dit, et puis on fera le bilan aussi dans quelques années. C'est ça qui est important aussi. C'est ça. Je dois dire qu'il faut maintenir l'approche multisectorielle, il faut l'approfondir. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas touché, bien entendu, d'autres secteurs. Il y a aussi, nous avons touché les communautés dans le cadre du suivi, qui est un élément assez important de l'approche multisectorielle. Et voilà, c'est dans le cadre d'un éventuel prochain projet. Voilà, il faut approfondir davantage cette approche multisectorielle et également maintenir le cap sur l'approche par compétence parce que c'est vraiment l'approche gagnante dans le cadre du renforcement des capacités. Okay. Merci à tous les deux. Vous l'avez compris, l'objectif est de continuer à accompagner l'État burkinabé pour mieux protéger les enfants du Burkina Faso, les filles et les garçons du Burkina Faso. Et on va quitter Ouagadougou et on continue l'échange en présentiel, en direct, tout de suite. Merci et à bientôt. Merci. Merci.